Tu viens en me disant j'ai besoin d'une femme qui occupe déjà un poste d'administrateur, qui est spécialiste des fusées et qui a fait de la finance toute sa vie. Ben moi, je cherche dans mon fichier et je peux sortir une dizaine de noms. Faites votre travail et vous occupez pas de ça. C'était le meilleur conseil que j'ai reçu. Moi, j'essayais toujours de faire mon travail au mieux que je pouvais, de comprendre, de dire que j'étais pas d'accord quand j'étais pas d'accord, etc. Et ben voilà. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cette deuxième partie, Danielle Lévy-Fenton revient sur les enseignements qu'elle a tirés de 27 acquisitions d'entreprises, menées principalement en Allemagne, un terrain à la fois stratégique et culturellement exigeant. Elle nous raconte comment elle a collaboré avec Harvard Business School pour lancer en France, à HEC Paris, le tout premier cours de Corporate Finance, qu'elle a ensuite enseigné pendant 28 ans. Nous aborderons enfin son engagement bénévole pour faire émerger davantage de femmes dirigeantes dans les organes de gouvernance de grandes entreprises françaises, ou encore au sein d'advisory board pour des entreprises plus jeunes. Je vous laisse maintenant avec Danielle pour la suite des fins de notre échange. Quand on est dans ce type de fonction, du coup, j'imagine qu'après, tu as plein de lancements Voilà. qui Après, s'enchaînent. je suis devenue patron. Alors, ça s'appelait d'abord patron des opérations internationales. Donc, je faisais je négociais les contrats et je gérais les 3 premières années. Ou que ce soit une pièce plastique, que ce soit un siège, que ce soit des échappements, c'était chez moi pendant 3 ans. Et après, ça partait dans la bonne division. Alors, bien sûr, les gens de la division aidaient et ils savaient qu'ils allaient récupérer s'il y avait trop de problèmes, qu'ils allaient récupérer les problèmes au bout de 3 ans. Donc, c'était une bonne idée. Je pense que ça, c'était vraiment, je commençais à être mûre dans mon business et je pouvais proposer des choses qui étaient intéressantes, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait et puis ça a continué jusqu'au dernier jour puisque après, j'étais patron de la qualité en développement. Alors, le développement d'une voiture, c'est compliqué, quoi. Tous les fournisseurs, machin. Et on avait un système qui s'appelait PMS, qu'on avait inventé collectivement et qui nous obligeait à passer des jalons avant même de voir le client, quoi, en ayant fait notre ménage chez nous, quoi. Et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je me suis occupée. Alors, je faisais plus que ça, plus que les protos et tout ça. Et puis un beau jour, on m'appelle, c'était le directeur financier de l'époque qui m'appelle et qui me dit: il faut que tu t'occupes de la Slovaquie. C'était une énorme usine Peugeot qui a été construite et où Faurecia avait toutes les pièces qu'ils fabriquaient. Donc c'était aussi une énorme usine pour nous. Et donc, les directeurs de division, ils voulaient tous leur contrôleur en gestion, leur RH, etc. Et donc, j'ai fait le juge de paix. En vieux sage, entre guillemets. Enfin, j'étais pas si vieille que ça, mais quand même. Plus vieille qu'avant, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est la dernière chose que j'ai faite, en fait, avant de prendre ma retraite. Tu parles de la fin de Faurecia. Oui, c'est Donc en fait, là, tu as fait un saut dans le temps. Je vais un peu revenir. Bon, d'accord. Je vais revenir. Moi, lui, t'es trop libre. Non, je t'en prie, non, parce qu'il y a un sujet que je voulais aussi absolument aborder avec toi, qui est toute la partie sur les cessions, les achats que toi, t'as porté. Ouais. Et aussi un autre sujet qui était comment est-ce que toi tu vis l'intégration de ton entreprise, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que Sommer Alibert en fait se fait racheter, en tout cas les activités automobiles, par Faurecia. Enfin, c'était Bertrand Fort essentiellement, c'est-à-dire que c'était les sièges, quoi. Oui. Et donc du coup, il y a aussi ce fait de vivre en tant que professionnel, l'intégration finalement dans un gros grand groupe, oui. Et la première question, c'est ton métier sur la cession et les achats. Ah oui, alors ça c'était... Alors bon, j'ai fait 27 acquisitions, dont énormément en Allemagne, parce que je parlais allemand, mais il faut voir que Volkswagen, il y avait un directeur des achats, cost killer, comme on dirait maintenant, et il avait mis tous ses fournisseurs à genoux. Mais quand je dis à genoux, c'était vraiment à genoux, quoi. Alors que en France,
Peugeot et Renault se sont mis d'accord sur les fournisseurs qu'ils voulaient garder, et ceux-là, ils les ont pas, enfin, il y a discuté prix, etc., bien sûr, mais d'une autre manière. Et ça, les directeurs des achats des deux, c'était Henri Guyot et puis Odile Desforges pour Renault et puis Guyot pour Peugeot. Je ne sais pas exactement s'ils se sont mis d'accord parce qu'on n'a pas le droit de se mettre d'accord. Mais enfin, en tout cas, c'est à eux qu'on doit que Valeo existe, que Faurecia ou Forvia maintenant existe, parce qu'ils n'ont pas tué leur équipementier, quoi. Et ça, c'est très différent de l'Allemagne. Et donc, la première société qu'on a achetée, et ça va faire rigoler tout le monde, il y avait encore des blueprints. Vous savez ce que c'est? Tu sais ce que c'est que les blueprints? Alors, les blueprints, c'est des grands, grands morceaux de papier, mais vraiment grands, comme ma table, là, et qui sont affichés dans l'usine, et tu travailles c'est pas de la CAO, quoi. Tu travailles à partir d'un plan, quoi, un plan physique. Et quand j'ai débarqué, là, alors Billancourt, ça avait beau être vieux et tout, j'avais jamais vu un blueprint dans Billancourt, c'était déjà de la CAO, quoi. Et là, je débarque dans des usines comme ça. C'était terrible pour l'industrie allemande, quoi. Vraiment, ça a été, ouais, on peut pas, une catastrophe. Pour les gens, ça a été une catastrophe parce qu'être racheté par une entreprise française qui se permet en plus de leur apporter des contrats et à les faire travailler, c'était vraiment le dernier. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont bien embêté là pour mettre en place les systèmes de contrôle de gestion, de management de projet, etc. Parce que nous, on voulait faire la même chose que ce qu'on faisait dans nos, je sais plus combien à l'époque, 40 autres usines. Et puis, eux, ils voulaient pas. C'était vraiment un drame pour les Allemands, mais vraiment. C'est la première fois que tu étais vraiment confronté au côté négatif, on va dire, du choc culturel. Exactement. Et on a racheté, un peu plus tard, mais toujours à la même époque, on a racheté l'atelier de pièces plastiques de Mercedes. On était sur le site de Mercedes à Karlsruhe, à Wörth, ça s'appelle. Et on a racheté le site de pièces plastiques, et puis on a juste fait une grille. On a isolé l'atelier, puis il est devenu il est devenu Sommer-Alibert, et Mercedes était content de s'en débarrasser. On a fait baisser les salaires de 30%, etc. Parce que, évidemment, ils avaient les salaires de Mercedes, quoi. Et voilà, donc là, on a fait passer des réformes en Allemagne qui étaient quand même un peu dures. Assez dur, quand même. Ouais, mais j'étais pas là-dedans. Moi, j'ai juste piloté en disant, ça va pas, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, bon, après, au bout de 2 mois, tout le monde était d'accord et puis ils l'ont fait, quoi. Mais c'était pas mon boulot direct, quoi. Ok. Mais par contre, on a amené beaucoup de business et c'est ce qui a calmé les esprits, quoi. Quand ils ont vu que ça recommençait à croître et puis... Oui, en fait, il y a un carnet de commandes et donc Voilà. l'entreprise, c'est des jobs qui sont plus pérennes. Voilà, ouais. Ok. Exactement. Et alors, quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand c'est nous qui sommes rachetés, là, il faut faire attention. Et moi, j'avais quand même j'étais à bonne école parce que, bon, aux États-Unis, on apprend aussi à être racheté, quoi. Et c'était déjà, à mon époque, c'était déjà beaucoup plus normal qu'en France, quoi. Ça se faisait beaucoup plus couramment. Pour donner des conseils, si on peut, moi, je dis qu'il faut faire low-key. C'est-à-dire qu'il faut faire son boulot. Faut peut-être protéger ses arrières quand même, voir si on a besoin d'un avocat ou de choses comme ça. Mais il faut faire son boulot. Et moi, j'ai fait mon boulot. Je sais pas si personne s'est aperçu que j'existais. Enfin, quand même. Ou peut-être j'étais en comité de direction quand même. Mais voilà, moi, ça s'est bien passé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu, par exemple, être... ils étaient, mettons, je sais pas moi, un directeur de la com de Sommer-Alibert et ils ont voulu devenir directeur de la com de Forcia. Bon, après, on leur a dit non, et puis après, ils sont fâchés, et puis voilà. Et moi, j'étais quand même près de la fin de ma carrière. Je me suis dit, ce que je fais, ça m'intéresse. Je veux continuer, quoi. Et puis tout le monde a compris. Alors moi, j'ai jamais su s'ils s'étaient pas rendu compte de mon âge ou s'ils avaient vraiment besoin de moi jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, c'était obligé de leur dire. Je m'en vais le 14 juillet, le 13. Si vous voulez que je passe mes dossiers à quelqu'un, il faut me dire qui, quoi. Ah oui, c'est vraiment à ce point. Ah oui, c'était à ce point-là. Mais si je reviens sur cette partie-là pour prendre un peu de recul. Des fois, on dit quand on cherche justement dans des moments comme ça de mouvement, en fait,
Il y a des gens qui conseillent, par exemple, de dire ce qu'on veut pas faire et de prendre le reste, on va dire, pour là. Toi, ce que t'as fait là, c'est que t'as vraiment rien fait. T'as attendu que... J'ai fait plutôt le contraire, c'est-à-dire que j'ai fait low-key. Je fais mon boulot, quoi. T'es resté sur le même job. Ah oui, oui, je suis Oui. restée sur le même job, sauf qu'il avait il avait doublé de De taille. périmètre, oui. Ouais. Ouais. Et j'ai mis en place le système de PMS Hmm. aussi, alors toujours avec les équipes, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais euh, on a inventé un système qui correspondait à ce qu'on faisait et ça a obligé les équipes de Max Bertrand Fort de se mettre au moule, je dirais, d'être moins, j'arrive pas à trouver un mot, c'est pas fantaisiste, c'est moins structuré. Quand on fait un PMS, on sait, pour chaque tâche, on sait les entrées, les sorties et le délai et le coût. Et la qualité, enfin, c'est tout du qualité coût délai. Et du coup, ça structure vraiment la chose. Et du coup, on peut passer, tu me remplaces, tu as le système, tu me poses 3 questions et puis tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi, hein. Ouais, il y a C'est la beaucoup, procédure, le playbook, voilà, peu importe. c'est Ouais. un peu plus structuré. Et puis, dans les projets, on réinventait quand même beaucoup la poudre. C'est-à-dire, le nouveau chef de projet, il refaisait un truc alors que le copain d'avant, sur un autre projet, il avait déjà fait quelque chose qui était bien, il n'y avait qu'à copier, quoi, hein. Et d'un Et point on de vue était chez nous, enfin, c'était dans notre entreprise qu'on faisait ça. Et d'un point de vue culturel, est-ce que ils avaient une culture différente? Est-ce que Ouais, hein. mais du coup, comment on vit ça? Parce qu'en fait, ça reste quand même eux qui ont la main. Bah ouais. Et donc, Bah oui, mais le fait de faire un PMS, ils ont trouvé le PMS intéressant. Ça, c'est en un fait, peu t'avais ton sujet, ta j'avais un méthode. sujet, Ouais, ouais. ouais, j'avais Ok. un sujet. Enfin, pas Oui, que oui. moi, enfin, toute l'équipe avait un sujet. Et en fait, les gens de Bertrand Fort ont trouvé ça intéressant. Parce que, bah oui, ça structurait aussi pour eux. Et puis, ça a permis aussi de faire des carrières. C'est-à-dire qu'on était d'abord, je sais pas, moi, qualité, après on était finance, et puis après on était patron du projet. On changeait comme ça tous les 3 ans, tous les 2 ans. Et ça, c'était moi qui faisais les RH pour ça. Et j'essayais de développer les gens pour qu'ils voient quelque chose. Parce que quand le projet était annulé, par exemple, quand le client ne nous retenait pas comme fournisseur, toute l'équipe se retrouvait avec, entre guillemets, rien à faire et avoir peur de son avenir, quoi. Donc, il fallait assez vite réagir, trouver des jobs. Enfin, oui, ouais, trouver des jobs pour tout le monde, quoi. C'était quand même compliqué, ça. Mais oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on était dans une période de croissance, hein, terrible. Enfin, notre problème, c'était, d'ailleurs, mon dernier job, ça a été le carnet de commandes, où on refusait de donner des innovations. On choisissait le client à qui on allait donner l'innovation, quoi. Pour quelle raison? Parce qu'on ne pouvait pas la donner à tout le monde. On n'est pas capable de suivre. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le coût de la croissance, en termes d'opération, vous étiez Les contraint. innovations. Ouais. Et c'est pareil. Alors là, je jouais les vieux sages parce que je me rappelle d'un truc, c'était le split leather. C'était du cuir qui était coupé en deux, dans le sens de l'épaisseur, disons, et qui permettait de faire par exemple, des dos de siège ou des choses comme ça avec le deuxième morceau. On faisait les planches de bord et les panneaux de porte avec le beau morceau. Et on utilisait, et Mercedes a été un grand utilisateur de ça. Et c'était l'époque où tout le monde faisait du cuir et c'était une innovation très importante, quoi. Mais il y en a eu plein, hein. Et quand tu repenses à cette innovation, tu penses à quel sujet? C'est-à-dire, c'est tes équipes qui ont identifié finalement cette Non, non, opportunité-là non, ou... c'était la recherche qui avait inventé ça. Et après, il fallait le renatrace, c'est-à-dire il fallait être capable de le fournir. Alors, Mercedes, c'était pas 800 ou 1000 voitures par jour, mais c'était quand même 150 ou 200. Et du coup, il fallait être capable d'avoir des producteurs de cuir et tout ça. Quand on a cherché, même une anecdote que je trouve assez triste, c'est que le cuir, il vient d'Argentine. D'accord. Mais les Argentins, alors, ils me racontent, enfin, le gars le patron des achats du programme Mercedes, là, il me dit, écoute, je trouve pas de cuir. Le cuir, il vient d'Italie. Ouais.
Et en fait, le cuir, il venait d'Argentine. Il était tanné, préparé, enfin, je sais plus ce qu'il fallait faire au cuir, en Italie, parce que les Argentins n'ont pas mis en place une Oui, ils n'ont pas pris la compétence, transformation. ouais, transfert de compétences. En tout cas, ils n'ont pas, sur la question de la valeur ajoutée Voilà, de ils leur. n'ont pas augmenté la chaîne de valeur, quoi, comme tu dis. Et ça, c'est très triste et c'est malheureusement toujours. Alors, je profite de l'occasion pour dire que je suis très triste de ça parce que ça a été un problème récurrent pour l'Argentine, quoi. Parce que les Argentins mettent pas leur argent dans des usines comme ça, productives, et ils mettent leur argent dans un chalet aux États-Unis, quoi. Et ça, je pense enfin, ça se retrouve malheureusement dans beaucoup d'autres secteurs. Bon, il y a plusieurs facteurs limitants. Parfois, c'est des questions de financement. Parfois, c'est des questions de la compétence locale n'est pas forcément présente. Il y a plein de cas. Plein de raisons. Oui, non, mais je suis d'accord, il y a plein de raisons. Mais enfin, l'Argentine, c'est quand même un grand pays. Ils faisaient déjà pas mal d'automobiles. Ils ont des gens pas mauvais du tout, même très bons. Mais ils investissent pas dans leur propre industrie, quoi. C'est ça c'est toujours vrai. Hein. Toujours vrai. Et alors là, on arrive quasiment à la fin de ta carrière professionnelle, en tout cas la partie entreprise. Ça. Mais bon, évidemment, tu fais toujours un milliard de choses en même temps. Donc, je voulais aborder avec toi. 1 milliard, peut-être pas. 1 milliard moins 2. Moins 2, voilà. Quoique, anecdote très intéressante, les Chinois, ils comptent par 4 et non pas par 3 comme nous. D'accord. Et donc, mon premier cours en Chine, ils savent très bien ce que c'est qu'une puissance puisque ce sont des ingénieurs. Et mon premier cours en Chine, c'est de leur dire que des cas euros, c'est des milliers d'euros. Et c'est toujours vrai, ça. C'est très difficile pour eux. Et réciproquement, bien sûr, c'est pareil dans l'autre sens, de compter comme eux, quoi. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Et du coup, à partir de 2007, là, ça va reboucler avec ton expérience américaine. Tu vas intégrer l'association des alumni, oui, des anciens d'Harvard, et aussi une association qui s'appelle G16+. Oui. Je voulais qu'on parle de cette partie-là parce que pour moi, elle est super importante sur la mise en réseau et ce que ça permet de faire. Alors, juste comment je suis recrutée, c'est le président de l'association des anciens élèves qui me reçoit et qui me dit « Je voudrais que vous soyez au conseil d'administration, enfin, que vous fassiez partie du... » Voilà. Parce qu'il voulait une femme. Bon, entre-temps, j'ai été calmée là, sur le sujet, donc j'accepte volontiers, parce que c'est l'état d'esprit américain, quoi, de rendre service bénévolement, et c'est vraiment bénévole. Hein. Et voilà. Alors, le G16+, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui s'est passé, c'est que mon mari attendait que je sois en retraite, et on a passé 6 mois aux États-Unis. Et moi, je n'avais pas le droit de travailler, puisque je n'avais pas le bon visa. Et j'ai regardé un peu ce que faisait l'école, comment je pouvais aider, etc. Et il y avait un truc qui s'appelait directorship. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des postes d'administrateur, le PDG qui cherchait un administrateur, et puis le gars qui voulait être administrateur, il se reconnaissait sur une base de données. Et moi, j'ai trouvé assez facilement un petit poste d'administrateur dans le Maine, au nord de Boston, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et en fait, j'avais fait avant, une année où on n'avait pas été augmenté, j'avais dit à mon patron, on avait donc beaucoup de sociétés, puisque tout était resté un peu en société comptable, disons. Je dis, puisque je ne peux pas être augmenté cette année, je voudrais un poste d'administrateur, mais dans nos affaires à nous. Et donc, il m'en avait donné 2. Bref, donc j'avais fait un peu mes classes parce que le job d'administrateur n'est pas du tout le même que le job de directeur. Et tout le monde dit la même chose. Quand on est administrateur, on ne peut pas se dire si c'était moi qui le faisais, ça irait 3 fois plus vite, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nous. C'est comme ça. Hein. Il faut pas se mélanger. Il ne faut pas faire de la gestion courante parce qu'on peut être accusé d'ingérence. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, comment tu fais à ce moment-là? Parce que tu dis que tu es administratrice du coup de 2 activités de l'entreprise et tu étais salariée en parallèle. En même temps, oui. Du coup, c'était des activités sur lesquelles toi, tu n'étais pas amenée à travailler? Non, alors une c'était le feutre. Le feutre, c'était une activité qui faisait des renforcements de cols de vestons d'hommes. Et ça, on l'avait vendu. D'accord, ok. Et donc, le gars, il ne pouvait pas tout payer. Donc, on avait un poste d'administrateur
Je comprends. pour surveiller un peu ce qui allait nous payer. Donc ça, c'était un truc complètement exogène. Et l'autre, c'était un peu pareil, c'est quand on a vendu l'habitat, donc la partie siège de... c'est pareil, il y avait un peu un montage un peu compliqué. Le PDG voulait garder un œil sur le... Voilà. Donc j'étais pas impliquée directement parce que ça avait été Je vendu comprends déjà. bien. Ok. D'accord? Et à ce moment-là, en fait, c'est là où tu comprends ce que tu viens de dire, Non, c'est-à-dire mais sur attends, le il y a rôle. quand même Ah, un truc, c'est que en tant que contrôleur gestion, j'avais eu tous les chiffres. Donc, c'était pas du tout la même situation que quand on est vraiment administrateur et que, entre guillemets, on vous raconte ce qu'on veut bien vous dire, quoi. Donc, j'avais un petit point d'avance, quoi. mais c'est là où tu apprends ce que tu dis là sur le rôle, la posture de l'administrateur et la posture de celui qui Ouais. est aux affaires. C'est Parce très que tu difficile. le vis en même temps, en fait, à ce moment-là, toi. C'est très difficile. Et moi, je l'ai vécu après, j'étais administrateur pour compte de BPI, etc. Et c'est très, très difficile de s'extraire de ça. Parce que franchement, des fois, on se dit, j'irai plus vite, quoi. Et en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent ou qui veulent le devenir, c'est un apprentissage. Hein. Oui, c'est un apprentissage. Et puis, il faut beaucoup plus de respect d'abord, d'humilité. Enfin, faire passer des messages, poser des bonnes questions, tout ça, ça fait partie du job. Mais c'est pas vous qui faites le boulot. Et donc là, en fait, tu es administratrice d'une entreprise au nord de Boston, parce que à ce moment-là, tu pouvais pas. Donc c'est le premier moment en fait où tu es au contact enfin, le deuxième moment d'ailleurs plutôt. Oui, enfin, avec le vrai job, Voilà. c'est le premier moment. Voilà. Ouais. Et là, donc, tu échanges avec Harvard Business School et tu dis il y a quelque chose à faire. Ouais, Entre non, ce alors rôle- oui, alors j'échange et puis je copie. Parce que de toute façon, Harvard est très très généreux, aussi bien pour les cours. Quand j'ai fait mon premier cours de finance, quand on a copié, mon prof de finance, ouais. pour HEC, Harvard, mon prof de finance m'a donné son syllabus, ça s'appelle, c'est-à-dire les cas et qu'est-ce qu'ils enseignent ce cas-là, il fait quoi, etc. Donc ils sont très très vraiment très très généreux. Ça, on pourrait prendre des leçons parce que vraiment bon, alors en ce moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc c'est un peu, ouais. Mais à mon époque, disons, oui, c'était facile d'aborder un prof en lui disant, bah écoutez, je veux copier ce que vous faites, quoi. C'était un peu ça, quand même, quoi. Ouais. Et alors le G16+, alors c'est tout à fait autre chose. Donc je suis revenue au bout des 6 mois. J'ai copié ce que Harvard faisait, l'activité directe qui s'appelait directorship. J'ai copié comment il posait les questions, etc. Voilà. Bon, je l'ai fait pour Harvard Business School et on avait, donc je faisais ça avec un de mes collègues, et on avait, à une époque, on avait un cahier avec 52 CV. D'accord. Et lui, il faisait de la voile, justement, par ici. Il a une maison là où il y a les menhirs à Carnac, oui. Et il faisait de la voile avec Alain Joly. Alain Joly, c'était à l'époque le patron d'Air Liquide. Et il apporte son autre bouquin, là, et puis Alain Joly lui dit, tu reviendras quand tu auras des femmes. Et effectivement, même à cette époque-là, on avait 4 femmes dans notre... Dans le livre. Là, il fallait un certain âge, quoi. C'est pas en sortant de... Il y a un peu plus de femmes maintenant, mais bon. Et donc, je me suis dit, bon, moi, j'étais, comme je l'ai déjà dit, pas très féministe, et du coup, je me suis demandé comment j'allais faire. Et puis, il m'a tarabusté, ouais, il faut que tu trouves un système, machin. Et finalement, on a des réunions qui s'appellent le G16+, où on se réunit en tant que patron des commissions carrières. Donc, moi, j'étais le patron de la commission carrière du Harvard Business School Club de France. Et donc, j'ai lancé ce truc en disant, bah voilà, est-ce que vous voulez participer à ça? Mais je veux c'est que des femmes, là. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est maintenant 207 femmes, alors toutes avec, alors du G16+, ça veut dire que c'est les 16 plus grandes écoles, alors plus parce qu'en fait on est 23 écoles, mais c'est les plus grandes écoles françaises, et alors on fait de la pub auprès des groupes entrepreneurs de chaque école, des directeurs, des PDG, enfin le groupe PDG, enfin il y a plein de groupes dans les grandes écoles. Les groupes métiers, on va dire. Voilà, des groupes métiers, tout à fait. Et voilà, et donc, et
et maintenant, il y a une nouvelle activité qui prend le jour, enfin, qui voit le jour plutôt, parce que l'idée, c'est que un conseil d'administration, c'est très structurant pour une jeune entreprise et bah, ils savent pas trop quoi en faire. Et donc, maintenant, on fait des advisory boards Ok. qui sont plus régulés par un conseil, un vrai conseil, enfin la loi, quoi, enfin, conseil d'administration. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, hein, parce qu'au contraire, maintenant, c'est un peu dans les mœurs, quoi, hein, mais bah, qui sont beaucoup plus libres, il n'y a pas d'assemblée générale, etc. Et ça, on a eu 6 propositions, enfin demandes de femmes pour les advisory boards. Et c'est aussi beaucoup plus pratique pour l'entreprise parce qu'ils cherchent des talents spécifiques. Et quand on est administrateur, on peut pas avoir le talent spécifique. Un jour, vous êtes spécialiste, je sais pas quoi, moi, du béton. Et puis le lendemain, bah, si vous voulez changer votre système d'information, ou bien vous en avez un qui connaît le système d'information. Et ça, c'est pas une bonne idée, quoi, d'être trop spécialisé. Alors que quand on fait un advisory board, on peut avoir et ça a pris Oui, mais c'est vrai pas que mal d'essor. cette dynamique-là des advisory boards, elle est assez. Puis en plus, souvent quand on a beaucoup d'expérience, quand on est en fin de carrière, voire quand on est à la retraite aussi, il y en a beaucoup qui s'impliquent dans les advisory boards et qui mettent leur expérience au service des entreprises. Ouais, donc c'est. Les deux sont bien en fait. Il faut. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il faut les deux. Mais nous, on n'avait pas pensé au départ à advisory board, et puis on a un de nos membres, qui s'est beaucoup impliqué là-dedans et qui a démarré le truc, quoi. Et du coup, toi, en fait, à ce moment-là, c'était quoi ton rôle dans le fait d'accompagner des femmes et des hommes, je confonds principalement des femmes. Donc, alors, G16+, c'est que des femmes. Que des femmes pour les préparer à avoir des rôles initialement dans des CA. Moi, je fais pas de formation. Non, tu faisais pas la formation. Okay. Non, elle me demande quelle formation tu penses qui est la meilleure, etc. Bon, hein, je leur donne mon avis, mais non, moi, je fais pas de formation. Je les prépare au fait, par exemple, qu'elles vont pas gagner autant d'argent avec les mandats qu'avec leur dernier salaire, quoi. Parce qu'il y en a quelques-unes qui pensent qu'elles vont. Alors, évidemment, il y a quelques-unes de mes femmes, entre guillemets, qui sont administrateurs de Safran, ou je sais, donc là, mais même là, c'est peut-être 100 000 euros de jetons de présence, c'est pas le salaire qu'elles avaient avant, quoi. Donc c'est ça, au point de vue formation, c'est de l'information, en fait. C'est de l'information, mais je fais la sélection, par contre. C'est-à-dire, si tu viens en me disant j'ai besoin d'une femme qui occupe déjà un poste d'administrateur, qui est spécialiste des fusées et qui a fait de la finance toute sa vie, ben moi je cherche dans mon fichier et je peux sortir une dizaine de noms. Okay. Et après, on se concentre sur quelques-unes. Et donc, le PDG, ou on appelle ça maintenant le prescripteur, parce que c'est pas forcément le PDG, enfin la personne qui cherche à s'entourer. À s'entourer, exactement. On regarde ensemble, et puis il y en a, ça marche pas, puis il y en a où ça marche, quoi. Ok. Et ces personnes-là sont issues des écoles que tu citais, voilà. Que des écoles. Et c'est la seule chose que j'apporte moi personnellement, c'est que je vérifie que c'est bien, comme j'ai les relations avec tous les patrons de la commission carrière, et c'est incroyable. Tous les ans, il y a un passager clandestin. Ah oui? Ouais. Les gens qui fauchent leur CV, tu vois le CV, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, donc moi, j'appelle ma collègue ou mon collègue, et puis je dis, tu connais monsieur machin? Et presque à chaque fois, c'est bizarre de se griller. Oui, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Mais tous les ans, bon, allez, peut-être une fois tous les ans et demi, mais il y en a beaucoup, quoi. Si je reviens sur l'assaut du Harvard Business Club de France, on dit. Donc, tu avais ce rôle-là sur la partie carrière, et là, donc, ton job, ou en tout cas ta mission, c'était de faire vivre la communauté. Absolument, exactement. Des alumni qui sont en France. Des femmes alumnées qui veulent occuper ça dépend. Quand j'étais président de la commission carrière, je m'occupais des gens qui cherchaient un boulot. Ouais. Mais après, quel que soit le niveau de seniorité. Là. Ah oui, ça c'était la commission carrière, c'était les gens qui étaient en difficulté, soit parce qu'il y avait un gros
un gros paquet de licenciements ou des choses comme ça, quoi. Ok. Et c'est toujours vrai, sauf que je suis plus la présidente maintenant. Oui, ok. Mais par contre, comme tu dis, la communauté du G16+, ben, on a fait beaucoup de progrès en communication, etc. Donc, on a des choses à présenter à quelqu'un qui réfléchit comment je vais faire mon board. Ben, on a des choses, des CV à présenter, des choix à faire. Enfin, voilà. Et il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, parce que tu as commencé cette séquence en disant je ne suis pas féministe, tu l'as bien vu, et quand même tu t'es investi et tu Ben, mets de l'énergie pour accompagner des femmes. là, de fait, Ça me paraît paradoxal. mais alors, oui, c'est vrai, mais c'est pas parce que je suis féministe. C'est parce que par rapport aux hommes, donc les 52, enfin ils étaient 48 hommes et 4 femmes, dont moi, hein, ça fait plus que 3 à trouver, ils n'étaient pas du tout impliqués. Alors Daniel, tu m'as trouvé un poste d'administrateur. Ah non. Voilà. Alors que les femmes, bah, elles s'appliquent, elles se disent, bon, bah, moi, j'ai mon copain qui vient de créer sa société, faudrait l'aider, machin. Trouve quelqu'un qui est d'abord bénévole, sachant que peu à peu, bah, après, si ça marche, si le film se fait, bah, voilà. Et donc, il y a eu un certain enthousiasme. Enfin, ça me donnait envie de le faire, quoi. Voilà. Mais tout est Et bénévole. donc c'est l'état d'esprit en fait plutôt de ces personnes-là qui t'a Qui motivé m'a plus plu, que. ouais, voilà. Ok. Bon, écoute, ça c'est. Non, mais le Ouais. bénévolat, ouais, après, maintenant, je travaille aussi avec des chasseurs de tête quand elles cherchent une femme. Et en particulier, il y a la fille Mérieux et la fille Muyez qui ont fait un cabinet de chasseurs de tête qui s'occupe essentiellement des femmes. Mais pas que pour les postes d'administrateurs, aussi pour des comités des risques. Bah, je leur ai trouvé des gens qui les ont intéressés, femmes qui les ont intéressées. Elles voulaient absolument me payer et elles comprenaient pas que, bah non, moi, c'était bénévole, quoi. Et c'était à l'américaine, quoi. C'était vraiment bénévole, quoi. Je cherchais pas à en tirer, bah, j'ai une retraite convenable, donc j'ai pas besoin de gagner ma vie, quoi. C'est intéressant cette idée parce que t'es pas la première à me le dire, de se dire bah finalement en fait il y a la partie marchande avec les personnes plus actives et moi j'ai ma vision du bénévolat et je viens pas en fait phagocyter cette partie-là. Voilà, je distingue finalement les deux. Oui, ça marche. Voilà. Tu continues l'enseignement? Ah La partie bah, enseignement du coup avec la Chine? ah ouais, ouais. Voilà. Bah, s'ils veulent, Ouais. tant qu'ils veulent de moi, mais là, je leur ai demandé s'ils voulaient pour l'année prochaine, ils m'ont dit oui, donc, moi, ça m'amuse vraiment, hein, ça me plaît, hein. Et Et t'enseignes. c'est pas fatigant, hein, parce que j'ai déjà fait le cours pendant 15 ans, je peux faire, Et pourquoi tu continues à enseigner? moi, j'en sais rien, parce que ça me promène, parce que enfin, j'aime bien la Chine, j'adore mes élèves sont extrêmement sympas, et ils me nettoient le tableau, et me disent au revoir madame quand ils sortent de la classe, enfin, c'est des petites choses, mais bon, c'est à la Chine. Et ils sont motivés parce que pour eux, c'est encore important, leurs parents leur payent des études, des fois ils ont du mal à payer, même si Centrale c'est moins cher que les universités américaines, mais quand même. Et oui, puis voir évoluer la Chine, je suis tombée au bon moment, au bon endroit, hein. Et le fait que toi tu sois, je sais pas d'ailleurs, dans ce corps d'enseignant, est-ce que c'est un corps plutôt international ou Non, non? ouais, non, mais c'est beaucoup les profs de Centrale, Lyon ou Paris D'accord. qui font cours. Moi, je suis plutôt le mouton noir là-dedans parce que j'ai dit que je voulais faire tel cours et ils m'ont laissé faire le cours. Mais ils ont personne, hein. Il y a personne qui fait l'équivalent en France, quoi. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils me gardent, j'imagine. Et donc de temps en temps, on te retrouve avec un. Voilà. Voilà. Ah oui, oui, ça, j'aime vraiment bien, quoi. En plus, maintenant, ils ont des musées magnifiques. Et vraiment, ça a changé beaucoup, quoi. Ouais. Une autre question plus transverse. Quand on regarde ta carrière, moi j'aime bien m'intéresser aussi à des gens, soit des mentors, soit des personnes qui ont inspiré mes invités, ou éventuellement même des équipes qui ont inspiré mes invités. Est-ce que tu penses à des Ouais, personnes j'en ai eu plusieurs parce que, en fait, c'est tous mes patrons. Ceux qui ont accepté, parce que comme j'étais toujours un peu nouveauté dans le jeu, quoi. Et ceux qui ont accepté m'ont tous aidé, quoi. Alors, mon mentor le plus significatif, je dirais pour moi, c'est aux États-Unis,
quand on a fait un MBA, quand on fait un MBA, la deuxième année, il y a tous les grands patrons de grandes entreprises, enfin, à mon époque, c'était des grandes entreprises, qui viennent recruter. D'accord. Et en particulier, il y avait Monsieur Maison Rouge, qui était le seul non-américain au conseil d'administration d'IBM. Et bon, il se trouve qu'il était là parce que son fils faisait un MBA dans l'année d'avant moi, et donc je commence à discuter avec lui. Et il me dit, Madame, vous serez toujours token. Vous savez, un token, c'est un jeton, mais ça veut aussi dire, c'est pas un exemple, c'est un cas particulier, si vous voulez. Et faites votre travail et vous occupez pas de ça. C'était le meilleur conseil que j'ai reçu. Moi, j'essayais toujours de faire mon travail au mieux que je pouvais, de comprendre, de dire que j'étais pas d'accord quand j'étais pas d'accord, etc. Et ben voilà. Donc ça a été en tout cas une phrase forte Oui, ça a été t'a très inspiré. fort. Mais bon, les autres, alors mon patron à Billancourt aussi, qui m'a accepté, on s'est entendu, on peut dire comme Laurence en foire, parce qu'on a fait des trucs qu'il vaudrait mieux pas trop raconter, quoi. On n'est pas obligé de tout raconter à Non, ce qu'il non, prend. vaut mieux pas. Enfin voilà, et puis bah, il y a eu plein de gens, hein, je sais pas. Enfin, c'est les deux quand même quand il faut dire, enfin, faut sortir quelqu'un du lot. Mais mon patron chez Framatome, et c'était aussi c'était la personne qui a construit les 44 centrales nucléaires. Donc, bah, c'était aussi quelqu'un que j'admirais beaucoup d'abord, et puis qui savait me dire, écoutez là, vous exagérez. Ouais. J'ai eu la chance. Moi, je pense que, alors, c'était une grosse discussion qu'on avait avec mon patron de Billancourt. Je lui disais, quand il est parti à la retraite, je lui dis, si votre successeur me plaît pas, je m'en vais. Alors, elle a fait une tête comme ça. Et puis, La hantise. ouais, et bah, il savait que je le ferais si c'était vrai. Mais bon, ça s'est très bien passé avec le successeur aussi. Mais il a préparé le terrain, je pense qu'il a expliqué que c'était pas seulement compliqué de me manager, quoi. Et tu faisais des choses, parce que un mentor, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est quelqu'un qui te choisit? C'est quelqu'un que tu Oui, choisis? alors maintenant c'est beaucoup plus organisé, mais moi de mon temps, comme je viens de le dire, c'était plutôt mes patrons qui m'ont remis dans le droit chemin en poussant un peu à droite, en poussant un peu à gauche, et surtout en disant, mais arrête de faire ça, c'est pas une bonne idée, machin, tout. Mais comme les matières financières et les matières d'informatique, ils y connaissaient rien, donc ils m'ont laissé faire, quoi. C'est ça la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des idées, mais j'ai pu les appliquer. Et quand même, l'histoire, j'en ai pas parlé, mais quand je suis arrivée à Billancourt, il n'y avait pas un seul PC dans l'usine. Il y avait déjà 2 ou 3 gros ordinateurs, mais qui étaient beaucoup plus petits que celui sur lequel j'avais travaillé au début. Et donc, on a installé des PC dans l'usine et on a commencé dans les magasins. Et le problème, c'était qu'il y avait un bureau dans les magasins pour que le magasinier puisse écrire sur la fiche qu'il avait sorti des gyrophares pour la gendarmerie, ou je sais pas, un tournevis, enfin bon. Et quand il s'appuyait sur cette espèce de bureau, il y avait un clavier, le clavier de l'ordinateur, et il bloquait toute la chaîne de prod. non, pas la chaîne de prod, mais l'ordinateur marchait plus. Ok, ça va, il n'y avait pas trop d'impact encore, ça va. Non, c'était pour ça qu'on avait commencé par les magasins. Non, il n'y avait pas trop d'impact. Mais dans personne ne savait comment. Et on a eu une idée, alors c'est mon directeur de l'informatique qui avait vraiment plein d'idées. Et on a eu une idée, on a acheté des TO7, ça s'appelait. Okay. C'était des petits ordinateurs, mais qui étaient quand même assez chers. Et les volontaires, on leur a donné un TO7 qu'il fallait qu'ils remboursent en je ne sais plus combien, un an peut-être, et qu'ils pouvaient emmener à la maison, qui était pour eux. Et du coup, ils ont appris à servir de l'ordinateur. Parce qu'il faut voir, les gens qui travaillaient en usine, ils avaient littéralement des doigts la surface était 4 fois celle de la mienne, quoi. Des gros doigts boudinés. Vous tapez sur une touche, vous essayez de taper sur une touche, vous tapez sur 4, quoi. Et ouais. Et ça, c'était un des premiers problèmes, vraiment. En plus, le fait qu'ils oubliaient d'allumer l'ordinateur et qu'ils appelaient. Alors, on avait mis, toujours Bourdeau, il s'appelait mon patron d'informatique.
il avait mis en place une hotline. Et alors, le gars qui s'occupait de la hotline, il avait un questionnaire. Est-ce que la lumière est verte? Alors, non, la lumière est pas verte. Ben, branchez. Oui, déjà, ça arrive encore aujourd'hui, alors j'imagine. Moi. Oui, mais nous, on avait 15 hectares à faire. Et si on envoyait les gens pour aller dépanner ce qu'il fallait dépanner, on n'avait plus personne. Le prochain qui était en panne, il n'y avait plus personne. Oui, mais ce que tu expliquais, en fait, la taille de cette usine, c'était quand tu partais en réunion, des fois, tu prenais ta voiture pendant 10 minutes. Ouais. Donc, c'est complètement fou. Ouais. Et encore, je me garais dans l'usine, mais après, il fallait encore que je marche pour aller dans la salle de réunion où je voulais aller, quoi. C'était gigantesque, quoi. Et pour revenir à cette histoire de mentor, Oui, non, mais plus sur toi maintenant. En fait, est-ce que toi, t'as pris des gens sous ton aile ou oui, par la commission carrière, mais on peut pas dire vraiment, c'est pas du mentoring. Ok. Alors, on peut pas dire ça. Alors oui, les amis de mes copains, pas mes enfants, mais les autres, des fois, on discute là, dans le genre. Quand ils viennent ici ou même à Paris, on discute quoi. Mais non, j'ai pas fait de j'ai pas été ni mentorée ni mentor. Ok. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à cette question-là. Ça fait à peu près 1h30 qu'on échange. Oh là là, je suis bavarde de nature. On a fait un beau tour d'horizon. On aurait pu faire 2 fois plus de temps. Mais on a choisi quelques momentum. Est-ce qu'il y a des moments ou des apprentissages sur ta carrière que j'ai loupé? Moi, j'ai un truc qui est tout bête, c'est que si tu sais ce que tu veux faire, avec un peu de chance, tu arrives à le faire, quoi. C'est vrai d'un point de vue professionnel, et il faut un peu de chance, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut, parce que si on se laisse balloter, on est sûr si on ne sait pas où on va, on est sûr de ne pas y arriver, quoi. Ouais. Oui, mais tu illustres bien ça avec ton exemple typiquement du passage de la finance aux opérations. En fait, tu savais que tu voulais faire, et puis après, derrière, ça prend le temps que ça prend. Mais il faut quand même un peu de persistance. Et j'ai eu la chance avec cette histoire de Tata, parce que personne ne voulait aller en Inde, quoi. C'était un peu le fond de ça, c'est que personne ne voulait le faire et que moi j'avais envie de le faire. Donc. Oui, et parfois c'est même tout le monde n'a pas envie de le faire. Peut-être toi aussi, tu n'as peut-être pas envie de faire ce truc-là spécifiquement, mais tu vois que c'est une ligne de crête, tu la prends parce que c'est ça qui va faire que, en fait. Donc, mais moi, j'ai eu, après, j'ai continué à avoir mon PDG de Sommer à Libert, et puis après, et un jour, il me raconte que ce qu'il détestait le plus en moi, c'était quand on discutait souvent le soir à 6h, on commençait à regarder les gros trucs qu'on avait à régler, et quand le lendemain matin à 8h, j'étais dans son bureau, en lui disant, franchement, je sens pas le truc, je veux pas le faire, trouver quelqu'un d'autre. Alors, il m'a dit un jour, il m'a dit, vraiment, d'abord, vous étiez culotté de me le dire, et puis, j'étais pas content parce que je pensais que mon idée était un peu foireuse aussi, quoi. Quand vous étiez pas d'accord, c'était qu'il y avait un loup quelque part. Et ça, c'est une chance parce qu'il écoutait ce que je racontais, quoi. Ouais, c'est une belle marque de reconnaissance, en fait. Ouais, carrément. Alors, en tout cas, je pense que là, toutes les personnes qui ont des carrières dans l'industrie, parce que là, en l'occurrence, tu as fait vraiment ta carrière dans l'industrie automobile, on voit qu'il y a une linéarité dans ton domaine d'activité, mais finalement, tu passes par des métiers très différents. Tu reviens, on va dire, via les opérations à ta culture d'ingénieur. Oui, ça m'a servi incontestablement. Alors que c'était pas du tout, j'ai rien fait de ce que j'avais appris finalement. Mais les transistors, c'est devenu très important, les microprocesseurs, tout ça, c'est fait de la même manière. Donc je savais un peu de quoi je parlais. Oui, tu avais en fait le système par analogie plus la culture scientifique, la méthode qui t'a aidé, quoi. Qui m'a bien aidé. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis très honoré d'avoir eu l'occasion aujourd'hui de prendre ce temps avec toi et puis aussi d'échanger un peu avant. Et j'espère que ça t'a aussi plu, cet exercice. Oui, l'exercice m'a beaucoup plu et puis je vais l'utiliser parce que mes enfants me tannent pour que j'écrive quelque chose. Alors maintenant, avec ce que j'ai un peu retrouvé là, je vais pouvoir écrire quelque chose qui va avoir un peu de sens. Ouais, merci à toi aussi de m'avoir aidé à
à pas partir dans tous les sens et tirer des fils qui ont un peu plus de sens pour tes auditeurs à toi. Bah écoute, merci beaucoup. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que ton parcours est très très inspirant et puis je pourrais te partager le transcript écrit de tout ce qu'on vient de se dire. Ouais, Ça, je veux du coup, bien, cette oui, partie, volontiers, ça servira de parfait. base. Et sous Word ou sous quelque chose que je peux très bien. modifier. Je le ferai. Ça me donne une idée peut-être pour les d'autres personnes. Ouais, carrément, c'est sympa. Et puis du coup, encore une fois, merci. Et puis pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Daniel Lévy-Fountain. Rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel invité. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandsépopées.fr. À mardi prochain!